Margaret Chen poussa son chariot de nettoyage dans le couloir silencieux du cabinet d'avocats Blackwell & Associates. Ses mains de 64 ans tremblaient légèrement, non pas de fatigue, mais de rage contenue. Les mots de son fils résonnaient encore dans ses oreilles. « Tu es un embarras, maman. Il est temps d'arrêter cette comédie. » 3 heures plus tôt, dans le restaurant chic de l'Upper East Side, Brandon l'avait regardé droit dans les yeux et avait déclaré qu'il prenait le contrôle de ses finances pour son propre bien. Sa belle-fille Veronica, perchée à côté de lui comme un vautour en Chanel, avait ajouté avec un sourire glacial « Une femme de votre âge ne devrait pas travailler comme ça. C'est gênant pour la réputation de Brandon. » Margaret s'arrêta devant le bureau du juge Harrison Blackwell. La lumière filtrait sous la porte. Encore une de ces nuits d'insomnie. Elle frappa doucement. « Entrez, Margaret !» dit la voix fatiguée du partenaire fondateur. Elle poussa la porte et trouva le vieil homme penché sur ses dossiers, les cheveux ébouriffés, la cravate desserrée. Il leva les yeux et sourit faiblement. « Impossible de dormir à Gênes. Ces foutus cas de fraude pharmaceutique me rongent l'esprit. » Margaret posa son matériel de nettoyage et s'approcha du bureau. « Monsieur Blackwell, puis-je vous poser une question juridique ?» Il haussa les sourcils, surpris par son ton sérieux. « Bien sûr, Margaret. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? En vertu de quelle jurisprudence un fils adulte pourrait-il obtenir une tutelle sur sa mère mentalement compétente sans preuve médicale substantielle ?» Le stylo de Blackwell s'immobilisa dans sa main. Il l'observa attentivement, comme s'il la voyait pour la première fois après 15 ans de conversation nocturne. « C'est une question très spécifique, Margaret. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Margaret sortit une enveloppe froissée de sa poche d'uniforme. « Parce que mon fils veut que je signe des documents de procuration générale demain matin. Il dit que si je refuse, il me fera déclarer mentalement incompétente. » Blackwell se redressa dans son fauteuil. « Votre fils, Brandon Chen, celui qui travaille au 10e étage ?»« Le même. » Margaret s'assit sur la chaise en face du bureau, son uniforme de concierge contrastant nettement avec le cuir italien du siège. « Il gagne 400 000 $ par an grâce au sacrifice que j'ai fait. Maintenant, il veut me voler ma dignité. »« Margaret !» Blackwell se pencha en avant. « Comment connaissez-vous la terminologie légale ? Cette question sur la jurisprudence ?» Un sourire discret apparut sur le visage de Margaret. « Monsieur Blackwell, cela fait 15 ans que je nettoie ce cabinet. Pensez-vous vraiment que j'ai passé tout ce temps à simplement vider les poubelles ?» Le vieil avocat la dévisagea. « Qu'êtes-vous en train de me dire exactement ?» Je dis que j'ai écouté, j'ai appris, j'ai étudié chaque dossier que vous avez laissé ouvert, chaque conversation que vous avez eue avec vos collègues, chaque précédent que vous avez cité. » Elle se leva et se dirigea vers la bibliothèque juridique. « Je dis que je connais l'affaire Henderson contre State of New York 1987, qui établit qu'un demandeur de tutelle doit prouver une incapacité substantielle par des preuves claires et convaincantes. » Blackwell se leva brusquement. « Margaret, comment diable !»« Je connais aussi l'affaire Morrison contre Morrison, 2003, qui stipule qu'un conflit d'intérêts financiers disqualifie automatiquement un demandeur de tutelle. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une intelligence que personne n'avait remarquée pendant des décennies. « Et je sais que Brandon a un sérieux conflit d'intérêts. Expliquez-vous. » Margaret retourna vers le bureau et ouvrit l'enveloppe. Elle en sortit plusieurs documents photocopiés. « Hier soir, en vidant la poubelle de son bureau, j'ai trouvé ces brouillons. Brandon planifie de vendre ma petite maison de Queens et d'utiliser l'argent pour rembourser ses dettes de jeu. Il doit 150 000 $ à des gens qui ne négocient pas gentiment. » Blackwell prit les documents et les examina. « Mon Dieu, ces signatures sur les contrats de Paris, c'est bien son écriture.
Il y a plus. Margaret sortit un petit enregistreur numérique de sa poche. J'ai aussi ceci. Brandon expliquant à Veronica comment ils vont me neutraliser rapidement et discrètement. Elle appuya sur play. La voix de Brandon emplit le bureau. Écoute, chérie, ma mère est têtue, mais elle n'est qu'une femme de ménage immigrée. Elle ne comprend pas les subtilités légales. On obtient la procuration, on vend sa baraque, on règle mes problèmes de dette, et on la met dans une maison de retraite pas chère dans le Bronx. Problème résolu. La voix de Veronica répondit. Et si elle résiste? Alors on joue la carte de la démence. J'ai des contacts ici. Quelques psychiatres qui me doivent des faveurs. Elle sera déclarée incompétente avant même de comprendre ce qui lui arrive. Blackwell arrêta l'enregistrement, le visage blême. Margaret, ceci est chantage, extorsion et fraude aux aînés, termina Margaret calmement. J'ai vérifié les statuts. Un long silence s'installa dans le bureau. Blackwell observait cette femme qu'il croyait connaître, cette présence discrète qui avait nettoyé autour de lui pendant 15 ans, qu'il avait écoutée pendant ses moments les plus sombres, qui avait été témoin de ses faiblesses et de ses triomphes. « Margaret, dit-il finalement, qui êtes-vous vraiment ?» Elle se redressa, et soudain, Blackwell ne vit plus l'uniforme de concierge. Il vit l'intelligence aiguë dans ses yeux, la posture confiante de quelqu'un qui connaît sa valeur, la détermination tranquille d'une femme qui s'était battue toute sa vie. Je suis une immigrante de Taïwan qui est arrivée ici avec rien il y a 35 ans. J'ai travaillé 3 emplois pour envoyer mon fils à l'université Columbia. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant 10 ans pour qu'il puisse avoir des livres et des costumes. Sa voix se raffermit. Et je suis aussi une femme qui vient de terminer son diplôme de droit en ligne et qui s'apprête à passer l'examen du barreau le mois prochain. Blackwell faillit s'étouffer. Vous... Quoi? 15 ans d'apprentissage gratuit dans le meilleur cabinet de Manhattan. 15 ans à absorber chaque leçon, chaque stratégie, chaque nuance du droit. Elle sourit. Mon fils pense que je suis juste une femme de ménage ignorate. Il va découvrir à quel point il se trompe. À cet instant, des voix retentirent dans le couloir. Fortes, familières. Brandon et Veronica. Il doit être dans son bureau. On va régler ça maintenant, pendant qu'elle n'est pas là pour nous déranger avec ses gémissements. Margaret et Blackwell échangèrent un regard. Elle éteignit les lumières du bureau et ils se positionnèrent près de la porte entr'ouverte. Brandon fit irruption dans le couloir principal avec Veronica, accompagnée de 2 hommes en costume. L'un d'eux portait une mallette. « Monsieur Chen, » dit l'homme à la mallette, « êtes-vous certain que votre mère va coopérer? Ces documents de tutelle d'urgence nécessitent sa signature ou un ordre du tribunal. » « Ne vous inquiétez pas, » répondit Brandon avec arrogance. « Ma mère ne comprend rien au système légal. Elle va signer tout ce qu'on lui mettra devant. » Veronica ricana. De plus, qui va croire une vieille femme de ménage contre un avocat respecté? Brandon a bâti sa réputation ici. Elle n'est qu'une immigrée qui parle à peine anglais. Dans l'obscurité du bureau, Margaret serra les poings. Blackwell posa une main réconfortante sur son épaule et murmura « Laissez-les continuer. Plus ils parlent, plus ils se trahissent. » Brandon se dirigea vers la salle de conférence. « On va installer tout ça ici. Quand elle arrivera pour son shift de nuit, on l'appellera. Elle pensera qu'il y a une urgence de nettoyage. Au lieu de ça, elle trouvera des documents légaux et pas d'autre choix que de signer. Et si elle refuse ? Demanda l'avocat. Alors on utilise le plan B, dit Brandon en sortant une enveloppe de sa veste. J'ai ici une évaluation psychiatrique préliminaire d'un ami médecin. Il atteste que ma mère montre des signes de démence précoce et de déséquilibre financier.
Avec ça, on peut obtenir une tutelle d'urgence demain matin. Margaret sentit son sang bouillir. Dans l'obscurité, elle murmura à Blackwell. « Cette évaluation est falsifiée. Je n'ai jamais vu ce psychiatre de ma vie. » Blackwell hocha la tête grimly. « Brandon va trop loin. Beaucoup trop loin. » Les voix s'éloignèrent vers la salle de conférence. Margaret et Blackwell attendirent quelques minutes avant de rallumer les lumières. « Margaret, » dit Blackwell, « il faut que vous sachiez quelque chose. Brandon est sous investigation interne pour plusieurs irrégularités éthiques. Ces documents de Paris, ils ne font qu'aggraver son cas. » « Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Il y a eu des accusations de destroy evidence dans l'affaire PharmTech. Des témoins affirment l'avoir vu retirer des documents du dossier. » Blackwell s'assit lourdement. « Si ces accusations sont prouvées, il sera rayé du barreau. » Margaret réfléchit rapidement. « Monsieur Blackwell, vous m'avez dit une fois que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais de vérité. Il est temps que Brandon découvre la vérité sur sa mère. » « Qu'avez-vous en tête? » Margaret sourit, et pour la première fois, Blackwell vit l'avocat combative qu'elle était destinée à devenir. « Je vais aller à cette réunion. Mais pas comme la femme de ménage qu'ils pensent en connaître. Je vais y aller comme l'avocat qu'ils n'ont jamais imaginé que je pourrais être. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Oh, et Monsieur Blackwell? Cette fois, vous n'aurez pas besoin de rester éveillé toute la nuit. Après ce soir, vous dormirez très bien. » Margaret retourna à son chariot de nettoyage, mais cette fois avec une détermination nouvelle. Elle avait 30 minutes avant que Brandon n'attende sa présence dans la salle de conférence. 30 minutes pour se transformer de femme de ménage invisible en adversaire redoutable. Elle se dirigea vers les toilettes du personnel et se regarda dans le miroir. L'uniforme bleu marine, les cheveux tirés en chignon strict, les mains rugueuses par des décennies de travail manuel. Brandon avait raison sur un point. Elle ne ressemblait pas à une avocate, mais l'apparence pouvait être trompeuse. Margaret sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Samuel, c'est Margaret. Tu es encore dans le bâtiment? » Une voix profonde répondit. « Oui, Madame Chen. Je termine ma ronde du 20e étage. Tout va bien? » Samuel Torres. Pour le monde extérieur, il était le garde de sécurité de nuit depuis 3 ans. Pour Margaret, il était l'agent spécial du FBI qui enquêtait sur les crimes en col blanc dans le bâtiment. Leur alliance avait commencé par accident quand elle l'avait surpris en train de fouiller le bureau d'un comptable après les heures de travail. « Samuel, tu te souviens de ce dossier sur Brandon Chen dont nous avons parlé? Le blanchiment d'argent pour PharmTech? Bien sûr. Nous avons besoin de plus de preuves pour une inculpation. Eh bien, il vient de me donner exactement ce dont tu as besoin. Peux-tu venir au 22e étage avec ton équipement d'enregistrement? » Un silence. « Margaret, qu'est-ce qui se passe? » « Mon fils est sur le point de commettre plusieurs crimes fédéraux devant témoins. Je pense qu'il est temps que votre enquête prenne une nouvelle direction. J'arrive dans 5 minutes. » Margaret raccrocha et retourna au bureau de Blackwell. Il l'attendait avec une pile de documents. « Margaret, j'ai sorti les dossiers de toutes les affaires sur lesquelles Brandon a travaillé ces 2 dernières années. Regardez ça. » Il étala les papiers sur son bureau. PharmTech, Zenith Industries, Morrison Holdings, dans chaque cas, des preuves cruciales ont mystérieusement disparu juste avant les dépositions clés. Et Brandon avait accès à tous ces dossiers? Plus que ça, il était l'avocat principal sur PharmTech et Zenith. Blackwell pointa un document particulier. Regardez cette note interne. Brandon a personnellement retiré 3 boîtes de documents du coffre-fort la nuit précédant la déposition de Morrison Holdings. Margaret examina la signature sur le registre d'accès. Il a signé à 11h47 du soir, bien après les heures de bureau.
Exactement. Et regardez ça. Blackwell lui tendit une autre feuille. Le lendemain matin, Morrison Holdings a soudainement accepté un règlement de 82 millions de dollars. Sans explication. Un coup discret à la porte les interrompit. Samuel Torres entra, toujours en uniforme de sécurité, mais Margaret nota le petit équipement électronique dissimulé dans sa ceinture. « Bonsoir, Monsieur Blackwell. Madame Chen m'a dit qu'il y avait une situation nécessitant une surveillance de sécurité. » Blackwell regarda Margaret avec confusion. « Samuel, je ne comprends pas. »« Monsieur Blackwell, » dit Margaret calmement, « permettez-moi de vous présenter l'agent spécial Samuel Torres du FBI. Il enquête sur les activités criminelles dans ce cabinet depuis 3 ans. » Le visage de Blackwell passa par plusieurs expressions. Surprise, inquiétude, puis compréhension. L'enquête sur la corruption financière, c'était vous? Samuel hocha la tête. Madame Chen a été notre source la plus précieuse. Une femme de ménage voit tout et personne ne fait attention à elle. Et maintenant? Demanda Blackwell. Margaret vérifia l'heure sur son téléphone. Maintenant, nous allons donner à Brandon assez de cordes pour se pendre. Samuel, peux-tu installer tes équipements dans la salle de conférence? Déjà fait, répondit Samuel avec un sourire. Audio et vidéo haute définition. Chaque mot sera enregistré. Parfait. Margaret se dirigea vers la porte. Messieurs, il est temps d'assister à la chute de Brandon Chen. Ils descendirent discrètement au 20e étage. La salle de conférence était illuminée et Margaret pouvait voir Brandon, Veronica et leurs 2 complices installés autour de la table en acajou. Des documents étaient étalés devant eux, ainsi qu'un ordinateur portable ouvert. « Margaret !» murmura Blackwell. « Êtes-vous sûre de vouloir faire ça? Brandon reste votre fils. » Elle se tourna vers lui, et il vit une résolution d'acier dans ses yeux. « Monsieur Blackwell, j'ai sacrifié 35 ans de ma vie pour cet homme. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement. J'ai renoncé à tout. Bonheur personnel. J'ai vécu dans la pauvreté pour qu'il puisse avoir toutes les opportunités. Et maintenant, il veut me voler ma dignité et ma liberté pour couvrir ses crimes. » Elle marqua une pause. Brandon a choisi sa voie. Maintenant, il doit en affronter les conséquences. Samuel vérifia son équipement une dernière fois. « Nous sommes prêts. Margaret, vous portez le micro sans fil. Tout sera enregistré. » Margaret hocha la tête et se dirigea vers la salle de conférence. Elle frappa doucement à la porte. « Entrez !» cria Brandon. Margaret ouvrit la porte et entra, poussant son chariot de nettoyage. « Excusez-moi, je pensais que la salle était vide. Je peux revenir plus tard. »« Non, non, » dit Brandon avec un sourire faux. « En fait, maman, nous voulions te parler. Assieds-toi. » Margaret regarda autour de la table. Brandon en costume Hugo Boss à $3000. Veronica en robe Versace, ses ongles parfaits tapotant impatiemment sur la table. Les 2 avocats en costume sombre, leurs mallettes ouvertes révélant des piles de documents légaux. « De quoi voulez-vous parler ?» demanda Margaret en s'asseyant sur le bord d'une chaise, jouant parfaitement son rôle de femme de ménage intimidée. « Maman » commença Brandon avec le ton qu'on utilise pour parler à un enfant. « Veronica et moi sommes inquiets pour toi. Tu travailles trop dur pour une femme de ton âge. Il est temps de penser à la retraite. » « Je ne suis pas fatiguée, Brandon. J'aime mon travail. » Veronica ricana. « Allons, Margaret. Une femme de votre âge ne devrait pas passer ses nuits à nettoyer des toilettes. C'est dégradant. » « Il n'y a rien de dégradant dans le travail honnête, » répondit Margaret doucement. Brandon se pencha en avant. « Maman, nous avons trouvé une belle maison de retraite dans le Bronx. Très abordable. Tu pourras te reposer, jouer au mahjong avec d'autres femmes de ton âge. » « Je ne veux pas aller dans une maison de retraite. »
Ce n'est pas vraiment ton choix, dit Brandon, son masque de gentillesse commençant à glisser. Tu vieillis, maman. Tu fais des erreurs. L'autre jour, tu as oublié d'éteindre la cuisinière. Margaret le fixa. Je n'ai pas oublié d'éteindre la cuisinière, Brandon. C'est un mensonge. Tu vois, dit Brandon aux avocats. Elle devient confuse, agressive. C'est exactement ce dont nous parlions. L'un des avocats poussa une pile de documents vers Margaret. Madame Chen, ces documents établissent un arrangement de tutelle financière. Votre fils gérera vos finances pour s'assurer que vous êtes bien pris en charge. Margaret regarda les documents sans les toucher. Et si je refuse de signer? Brandon et Veronica échangèrent un regard. Maman, tu n'as pas vraiment le choix. Nous avons une évaluation psychiatrique qui montre que tu n'es plus capable de gérer tes affaires. Il sortit l'enveloppe de sa veste et la posa sur la table. Le docteur Hoffman atteste que tu souffres de démence précoce et de troubles de la personnalité. Margaret prit l'enveloppe et l'examina. Le docteur Hoffman, je ne connais personne de ce nom. Bien sûr que non, dit Veronica avec condescendance. Les gens avec des problèmes de mémoire oublient souvent leur médecin. Intéressant, dit Margaret, sa voix changeant subtilement de ton. Parce que selon le Code médical de l'État de New York, section 230-12, un psychiatre ne peut pas diagnostiquer un patient qu'il n'a jamais examiné. Le silence tomba sur la salle. Brandon fronça les sourcils. Comment tu connais? Et selon l'affaire Steinberg contre State of New York, 1994, continua Margaret, une évaluation psychiatrique falsifiée dans le cadre d'une procédure de tutelle constitue un crime de classe C, passible de jusqu'à 15 ans de prison. Les avocats se redressèrent dans leurs chaises. Veronica regardait Margaret comme si elle avait commencé à parler chinois. « Maman » dit Brandon lentement. « Où as-tu appris ces termes » Margaret se leva et lissa son uniforme. « Oh, Brandon, tu as toujours sous-estimé ta mère. » Dans le couloir, Blackwell et Samuel échangeaient des regards impresses. Le micro transmettait chaque mot avec une clarté parfaite. « C'est parti » murmura Samuel. « Maintenant, les choses deviennent intéressantes. » Margaret se dirigea vers la tête de la table de conférence, une position qu'elle n'avait jamais occupée en 35 ans dans ce bâtiment. Brandon et Veronica la regardaient avec une confusion croissante, tandis que les deux avocats échangeaient des regards nerveux. « Permettez-moi de clarifier la situation légale, » dit Margaret, sa voix prenant une autorité qu'aucun d'entre eux n'avait jamais entendue. Premièrement, cette soi-disant évaluation psychiatrique du docteur Hoffman. Savez-vous pourquoi je peux affirmer avec certitude qu'elle est falsifiée? Brandon ouvrit la bouche pour répondre, mais Margaret leva la main. Parce que le docteur James Hoffman a perdu sa licence médicale il y a 6 mois pour avoir falsifié des évaluations psychiatriques dans des affaires de tutelle. L'information est publique dans le registre médical de l'État. L'un des avocats saisit rapidement son téléphone et commença à taper. Quelques secondes plus tard, son visage pâlit. « Elle a raison, » murmura-t-il à son collègue. Hoffman est rayé du registre médical. Veronica se tourna vers Brandon avec colère. « Tu m'avais dit que c'était un vrai médecin. »« Il l'était, » protesta Brandon. « Enfin, il l'était avant. »« Avant qu'il ne soit arrêté pour fraude, » termina Margaret. « Maintenant, parlons de la procédure de tutelle que vous tentez d'initier. » Elle se dirigea vers le tableau blanc de la salle et prit un marqueur. Avec des mouvements précis, elle commença à dessiner un diagramme légal. Pour établir une tutelle dans l'État de New York, le demandeur doit prouver par des preuves claires et convaincantes que la personne est substantiellement incapable de gérer ses propres affaires. Elle traça une ligne. « Brandon, peux-tu me donner un exemple de mon incapacité financière ?» Brandon bégaya. « Tu travailles encore à ton âge. C'est irrationnel. »
Ah! Margaret écrivit « emploi » sur le tableau. Donc, avoir un emploi est maintenant une preuve d'incapacité mentale? Intéressant. Cela signifierait que tous les travailleurs de plus de 60 ans devraient être sous tutelle. Elle se tourna vers les avocats. « Messieurs, accepteriez-vous de défendre cette théorie devant un juge? » Les deux hommes secouèrent la tête vigoureusement. « Maman !» dit Brandon, sa voix devenant plus dure. « Arrête ce petit spectacle. Tu ne comprends pas les complexités légales. »« Vraiment ?» Margaret retourna au tableau. « Parlons des complexités légales, Brandon. Par exemple, la règle de conflit d'intérêts dans les procédures de tutelle. » Elle écrivit « conflit d'intérêts » en lettres capitales. Selon l'article 81 de la Loi sur les relations domestiques de New York, une personne qui bénéficierait financièrement de la tutelle ne peut pas être nommée tuteur. Elle se tourna vers Brandon. « Or, tu as des dettes de jeu de 150 000 $, n'est-ce pas? » Le visage de Brandon devint blanc comme un linge. « Comment tu… » Margaret sortit les documents photocopiés de sa poche d'uniforme. « Parce que tu as jeté les preuves dans ma poubelle, fils. Contrat de pari avec Tony Marcelli, échéance de paiement, menace de violence physique. » Elle étala les papiers sur la table. Véronica regarda les documents et recula comme s'ils étaient radioactifs. « Brandon, tu m'avais dit que tes problèmes financiers étaient résolus. »« Ils le seront !» cria Brandon. « Une fois qu'on aura vendu la maison de maman ?» Un silence mortel tomba sur la salle. L'un des avocats ferma sa mallette avec un claquement sec. « Monsieur Chen, nous ne pouvons pas continuer avec cette procédure. Il y a clairement un conflit d'intérêts majeur. »« Attendez !» Brandon se leva précipitamment. « Elle manipule la situation. Ce n'est qu'une femme de ménage. Elle ne peut pas connaître toutes ces lois. » Margaret sourit doucement. « Tu as raison sur un point, Brandon. Je suis une femme de ménage. J'ai nettoyé ce cabinet pendant 15 ans. Mais laisse-moi te poser une question. Que penses-tu que fait une femme intelligente avec 15 ans d'accès gratuit à la meilleure éducation juridique de Manhattan? » Elle se dirigea vers sa mallette de nettoyage et sortit un épais classeur qu'elle posa sur la table avec un bruit sourd. « Voici mes notes de 15 années d'apprentissage du droit. Chaque conversation que j'ai entendue, chaque cas que j'ai étudié, chaque précédent que j'ai mémorisé. » Brandon regarda le classeur avec des yeux écarquillés. « Tu espionnais? »« J'apprenais » corrigea Margaret. « Pendant que tu dormais dans ton appartement luxueux que j'ai payé avec 3 emplois, je passais mes nuits ici à absorber 15 ans d'éducation juridique gratuite. » Elle ouvrit le classeur à une page marquée. « Et voici ma page préférée, l'affaire Chen contre Metropolitan Insurance, 2019. » Les avocats se penchèrent pour lire. L'un d'eux laissa échapper un hoquet de surprise. « C'est l'affaire où Brandon a été accusé de suppression de preuves pour la première fois. »« Exactement, » dit Margaret. « L'affaire qui a été mystérieusement classée sans suite après que certains documents clés aient disparu du dossier. » Elle tourna la page. « Et voici mes notes détaillées sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Y compris les photos que j'ai prises de Brandon brûlant des documents dans l'incinérateur du sous-sol à 2 heures du matin. » Brandon bondit sur ses pieds. « Tu m'as photographié? » « J'ai documenté les activités suspectes dans mon lieu de travail, » répondit Margaret calmement. « C'est mon devoir en tant qu'employé responsable. » Véronica saisit le bras de Brandon. « De quoi elle parle? Quel document? » « Véronica, » dit Margaret en se tournant vers sa belle-fille. « Permets-moi de t'expliquer. Ton mari n'est pas seulement un joueur compulsif, il est aussi coupable de destruction de preuves, de chantage et de blanchiment d'argent. » Elle tourna plusieurs pages dans son classeur. Voici les détails de ses arrangements avec PharmTech Industries. 50 000 $ en paiement de consultation en échange de la destruction de documents
prouvant que leur nouveau médicament causait des arrêts cardiaques. Les deux avocats se levèrent simultanément. « Madame Chen, » dit l'un d'eux, « nous devons partir immédiatement. Cette conversation pourrait nous compromettre légalement. »« Attendez !» cria Brandon. « Elle ment, elle invente tout ça. » Margaret sortit son téléphone. « Vraiment ? Alors explique-moi ceci. » Elle appuya sur play. La voix de Brandon emplit la salle. « Tony, écoute-moi. J'aurai ton argent la semaine prochaine. Je connais un moyen de mettre la main sur 200 000 $ rapidement. Ma vieille mère a une maison qui vaut ça. Je vais juste régler quelques détails légaux. » La voix rauque de Tony Marcelli répondit. « Brandon, tu as intérêt à ne pas me décevoir encore. Les gens qui me doivent de l'argent ont tendance à avoir des accidents. »« Ne t'inquiète pas. Dans une semaine, ma mère sera dans une maison de retraite et sa propriété sera liquidée. Problème résolu. » Margaret arrêta l'enregistrement. Le silence était assourdissant. Véronica regardait Brandon avec horreur. « Tu voulais vraiment voler ta propre mère? »« Ce n'est pas du vol !» explosa Brandon. « C'est de la planification financière responsable. Elle n'a pas besoin de cette maison. Elle va mourir dans 10 ans de toute façon. » Un bruit de pas dans le couloir les interrompit. La porte s'ouvrit et le juge Harrison Blackwell entra, suivi de Samuel Torres, toujours en uniforme de sécurité. « Bonsoir tout le monde, » dit Blackwell d'une voix glaciale. « J'espère que nous n'interrompons pas une réunion importante. » Brandon se tourna vers son patron avec un sourire nerveux. « Monsieur Blackwell, nous ne vous attendions pas. Nous réglions juste quelques affaires familiales privées. »« Ah oui, » dit Blackwell en s'asseyant à la table. « Les affaires familiales. Comme planifier l'internement frauduleux de votre mère et le vol de ses biens ?» Le sourire de Brandon s'évanouit. « Monsieur, je peux tout expliquer. »« Oh, je suis sûr que vous le pouvez, » dit Blackwell. « Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mon ami Samuel Torres. Vous le connaissez peut-être sous le nom de notre garde de sécurité, mais en réalité, il est agent spécial du FBI. » Samuel sortit son badge et le posa sur la table. « Bonsoir, Monsieur Chen. J'ai quelques questions à vous poser concernant vos activités avec Farmtech Industries. » Brandon s'effondra dans sa chaise. Véronica poussa un cri étouffé et recula vers la porte. « Non, non, non !» murmura Brandon. « C'est impossible. Comment ?» Margaret ferma son classeur avec un claquement satisfaisant. « Comment, Brandon ? Parce que pendant que tu dormais sur tes lauriers, ta mère bâtissait une affaire contre toi. 15 ans de preuves, de témoignages, de documentation méticuleuse. » Elle se dirigea vers lui et posa sa main sur son épaule. « Tu m'as appris quelque chose d'important ce soir, fils. Tu m'as montré que l'homme que j'ai élevé n'existe plus. Mais tu m'as aussi donné l'opportunité de devenir la femme que j'ai toujours été destinée à être. » Brandon leva les yeux vers elle, et pour la première fois, il vit sa mère telle qu'elle était vraiment. Pas la femme de ménage soumise qu'il avait toujours vue, mais une adversaire formidable qu'il n'avait jamais vue venir. Samuel Torres s'assit en face de Brandon et ouvrit un dossier épais. « Monsieur Chen, avant de commencer, je dois vous informer de vos droits, Miranda. Vous avez le droit de garder le silence. »« Attendez !» interrompit Brandon, des gouttes de sueur perlant sur son front. « Je n'ai rien fait d'illégal. Vous ne pouvez pas me lire mes droits sur la base des accusations fantasques d'une femme de ménage. » Margaret se tourna vers lui avec un sourire glacial. « Une femme de ménage, Brandon ? Vraiment ?» Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Madame Rodriguez, c'est Margaret Chen. »« Oui, pourriez-vous confirmer mon statut d'inscription pour l'examen du barreau de New York ? » Oui, j'attendrai. » Pendant qu'elle attendait, Margaret se tourna vers l'assemblée. « Messieurs, permettez-moi de clarifier ma situation professionnelle. » Le téléphone grésilla. « Madame Chen ?
Félicitations. Vos résultats d'examen préliminaire sont excellents. Vous êtes inscrite pour l'examen du barreau du 15 novembre. Vos 15 années d'expérience pratique documentée ont été validées par le comité d'admission. Margaret raccrocha et regarda Brandon. Il semblerait que ta femme de ménage de mère soit en fait candidate au barreau de l'État de New York. Véronica laissa échapper un hoquet. Impossible. Vous n'avez jamais été à l'école de droit? Non, admit Margaret. J'ai fait quelque chose de mieux. J'ai eu 15 ans d'apprentissage pratique avec les meilleurs avocats de Manhattan. Et contrairement à ton mari, j'ai réellement appris. Blackwell se pencha en avant. Margaret, quand avez-vous commencé vos études formelles? Il y a 5 ans, quand l'Université de New York a lancé son programme d'études juridiques en ligne pour les professionnels expérimentés. J'ai soumis un portfolio de mes 15 années d'observation et d'analyse de cas. Ils ont été impressionnés. Samuel consulta ses notes. Monsieur Chen, revenons à l'affaire PharmTech. Nos enquêtes montrent que vous avez reçu 50 000 $ en paiement de consultation entre janvier et mars de cette année. C'étaient des honoraires légitimes, protesta Brandon. J'ai fourni des conseils juridiques. Vraiment? Margaret ouvrit son classeur à une nouvelle section. Samuel, voici les photocopies des vrais dossiers PharmTech que Brandon a détruits. J'ai récupéré les fragments dans l'incinérateur et j'ai reconstruit les documents. Elle étala une série de pages partiellement brûlées, mais lisibles. Ces rapports d'essais cliniques montrent que le médicament cardioxin de PharmTech causait des arythmies fatales chez 12% des patients testés. Samuel examina les documents. Ces données auraient dû être remises aux autorités réglementaires. Exactement, dit Margaret. Au lieu de cela, Brandon a brûlé les originaux et a produit une version falsifiée montrant seulement 0,2% d'effets secondaires. Brandon bondit sur ses pieds. Tu n'as aucune preuve que j'ai... Oh, mais si, l'interrompit Margaret. Elle sortit un petit appareil photo numérique de son sac. Voici 47 photos de toi en train de brûler des documents dans l'incinérateur du sous-sol. Chaque photo est horodatée et géolocalisée. Elle fit défiler les images sur l'écran. 2h47 du matin, 15 mars. Te voilà en train d'alimenter l'incinérateur avec des dossiers marqués « PharmTech, confidentiel ». Véronica s'effondra dans sa chaise. « Brandon, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas causé la mort de Jean. » C'est plus compliqué que ça, bégaya Brandon. L'industrie pharmaceutique est complexe. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Des décisions difficiles? La voix de Margaret monta d'un octave. Brandon, 68 personnes sont mortes d'arrêt cardiaque après avoir pris le cardioxin. 68 familles ont perdu des êtres chers parce que tu as choisi l'argent plutôt que la vérité. Samuel prenait des notes rapidement. Madame Chen, vous avez dit que vous aviez plus de preuves? Oh, beaucoup plus. Margaret tourna plusieurs pages dans son classeur. Voici l'affaire Morrison Holdings. Brandon a fait disparaître des preuves de contamination environnementale qui auraient dû coûter des centaines de millions en nettoyage. Elle pointa un document. Et voici l'affaire Zenith Industries. Falsification de rapports de sécurité sur des implants médicaux défectueux. Blackwell secoua la tête avec dégoût. Brandon, comment avez-vous pu transformer ce cabinet respectable en ça? Monsieur Blackwell, dit Brandon désespérément. Vous ne comprenez pas. La compétition est féroce. Tout le monde prend des raccourcis. Si nous ne le faisions pas, nous perdrions nos clients aux cabinets qui le font. Tout le monde ne fait pas ça, explosa Blackwell. J'ai bâti ce cabinet sur 40 ans d'intégrité. Vous avez sali notre réputation. Margaret leva la main pour calmer la situation. Monsieur Blackwell, il y a autre chose que vous devez savoir. Brandon n'agissait pas seul. Elle tourna vers une nouvelle section de son classeur. Voici une liste de 6 autres avocats du cabinet
qui étaient impliqués dans ces arrangements. Samuel se redressa. 6 autres? Nous parlons d'une conspiration majeure. Exactement. Et voici les preuves audio de leur réunion de coordination. Margaret sortit un petit enregistreur numérique différent de celui qu'elle avait utilisé plus tôt. J'ai installé des dispositifs d'enregistrement dans 3 salles de conférence il y a 2 ans, après avoir remarqué des activités suspectes. Véronica regardait son mari avec horreur. « Brandon, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? » « Véronica, écoute-moi, » supplia Brandon. « Tout ça va s'arranger. Maman est vieille, ces preuves ne tiendront pas devant un tribunal. Qui va croire une immigrante contre un avocat établi? » Un silence glacial tomba sur la salle. Margaret regarda son fils avec une tristesse profonde. « Brandon, » dit-elle doucement, « même maintenant, même pris la main dans le sac, tu penses encore que tu es supérieur à moi? Que ton costume cher et tes diplômes encadrés te rendent plus crédible qu'une femme qui a consacré sa vie à t'élever. » Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville illuminée en contrebas. « Tu sais ce qui me brise le cœur le plus? Ce n'est pas que tu aies tenté de me voler. Ce n'est pas que tu aies menti ou triché ou causé la mort d'innocents pour de l'argent. » Elle se retourna, des larmes brillant dans ses yeux. « C'est que tu n'as jamais compris les valeurs que j'ai essayé de t'enseigner. L'intégrité, l'humilité, le respect pour tous les êtres humains, peu importe leur statut social. » Brandon évita son regard. « Maman, tu ne comprends pas la pression. » « La pression? » Margaret laissa échapper un rire amer. « Brandon, j'ai travaillé 18 heures par jour pendant des années pour te payer l'université. J'ai nettoyé des vomissures et des toilettes sales pour que tu puisses porter des costumes propres. J'ai vécu avec 20 $ par semaine pour que tu puisses déjeuner dans des restaurants chics avec tes camarades de classe. » Sa voix se raffermit. « Ne me parle pas de pression. Parle-moi de choix. Tu as choisi l'argent plutôt que l'honneur. Tu as choisi le statut plutôt que la substance. Et maintenant, tu as choisi de trahir ta propre mère plutôt que d'affronter les conséquences de tes actions. » Samuel ferma son carnet. « Monsieur Chen, je vais avoir besoin que vous m'accompagniez au bureau fédéral pour un interrogatoire formel. Les preuves présentées ce soir justifient une arrestation immédiate. » « Arrestation? » Véronica se leva brusquement. « Samuel, vous ne pouvez pas. Nous avons une réputation à protéger. Brandon est un membre respecté du barreau. »« Plus maintenant, » dit Blackwell froidement. « Effective immédiatement. Brandon Chen est suspendu de ce cabinet en attendant une enquête complète. Sécurité escortera ses affaires personnelles hors du bâtiment demain matin. » Margaret observait la scène se dérouler avec un mélange de satisfaction et de tristesse. 35 ans de sacrifice pour en arriver à ce moment. Son fils menotté, sa belle-fille fuyant vers la sortie, sa propre transformation de femme de ménage invisible en adversaire redoutable, enfin reconnu. « Monsieur Blackwell, » dit-elle, « il y a une dernière chose. » Elle sortit une enveloppe épaisse de son sac. « Voici ma lettre de démission en tant que personnel de nettoyage et ma demande formelle d'être considérée pour un poste d'associé junior une fois que j'aurai passé l'examen du barreau. » Blackwell prit l'enveloppe avec un sourire admiratif. « Margaret, après ce que vous avez accompli ce soir, je pense que nous pouvons discuter d'un poste d'associé senior. » Alors que Samuel escortait Brandon vers la porte, le jeune homme se retourna vers sa mère. « Maman, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? » Margaret le regarda avec des yeux remplis de douleur et de détermination. « Parce que parfois, aimer quelqu'un signifie le forcer à affronter la vérité sur lui-même. Et parce que j'ai enfin compris que ma valeur ne dépend pas de tes accomplissements, Brandon. Elle dépend des miens. » 3 jours après l'arrestation de Brandon, Margaret se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain à Queens, ajustant la veste d'un tailleur bleu marine qu'elle avait acheté dans un magasin d'occasion.
Pour la première fois en 15 ans, elle n'enfilait pas son uniforme de concierge pour se rendre au cabinet Blackwell & Associates. Son téléphone sonna. Le nom Blackwell s'affichait à l'écran. « Bonjour, Monsieur Blackwell. »« Margaret, comment vous sentez-vous avant votre premier jour officiel en tant que consultante juridique ?» Margaret sourit en regardant son reflet. Nerveuse, mais prête. « Et vous? Comment réagissent les autres associés ?» Un soupir. « Disons que votre transformation de femme, de ménage en collègue, fait jaser. Mais après avoir vu vos analyses des dossiers corrompus de Brandon, même les plus sceptiques admettent votre expertise. Et les médias? C'est là que ça devient intéressant. Le New York Times veut faire un article sur la femme de ménage qui a exposé la corruption de Wall Street. Le procureur fédéral vous considère comme témoin star de l'affaire. » Margaret ferma les yeux. La publicité était la dernière chose qu'elle souhaitait. « Monsieur Blackwell, je ne veux pas devenir un cirque médiatique. Je veux simplement exercer le droit. » « Je comprends. Mais Margaret, vous avez déclenché quelque chose de plus grand que l'affaire Brandon. Votre histoire inspire des gens. Hier, j'ai reçu 15 appels de femmes immigrées qui veulent savoir comment suivre votre exemple. » Margaret réfléchit à cela en quittant son appartement. Dans le métro vers Manhattan, elle remarqua que plusieurs passagers la regardaient. L'un d'eux, un homme âgé en costume froissé, s'approcha d'elle. « Excusez-moi, mademoiselle, mais êtes-vous Margaret Chen, celle dont parlent les journaux ?»« Oui, » répondit-elle prudemment. L'homme sourit largement. « Ma femme et moi, nous avons immigré de Pologne il y a 30 ans. Elle nettoie des bureaux la nuit, comme vous le faisiez. Hier soir, elle m'a dit « Si Margaret Chen peut devenir avocate, peut-être que notre fille peut viser plus haut aussi. » Il serra la main de Margaret. « Merci de nous avoir montré que nos rêves n'ont pas de date d'expiration. » Émue, Margaret arriva au cabinet avec une détermination renouvelée. La réceptionniste, qui l'avait ignorée pendant 15 ans, se leva immédiatement. « Madame Chen, Monsieur Blackwell vous attend dans son bureau. Et félicitations pour votre nouveau poste. » Margaret monta au 22e étage, mais cette fois par l'ascenseur principal plutôt que par l'escalier de service. En sortant, elle croisa plusieurs avocats qui s'arrêtèrent pour la saluer. Certains avec respect, d'autres avec curiosité, mais plus personne ne l'ignorait. Dans le bureau de Blackwell, elle trouva une surprise qui lui coupa le souffle. Un bureau en acajou avait été installé près de la fenêtre avec une plaque dorée. Margaret Chen, consultante juridique senior. « Monsieur Blackwell ? Appelez-moi Harrison, » dit-il en souriant. « Nous sommes collègues maintenant. » Il lui tendit une pile de dossiers. « Voici votre première affaire officielle, une class action contre Meridian Pharmaceuticals. Ils cachent des données sur les effets secondaires de leurs nouveaux médicaments contre l'arthrite. » Margaret examina les documents. C'est exactement le même schéma que Pharmtech. Exactement. Et qui mieux que vous connaît ces tactiques? Blackwell s'assit. Margaret, je vais être direct. Votre travail sur l'affaire Brandon a exposé un réseau de corruption qui s'étend bien au-delà de notre cabinet. Le FBI enquête maintenant sur 6 autres firmes juridiques. Et Brandon? Toujours en détention. Son avocat tente de négocier un accord de coopération, mais le procureur n'est pas disposé à être clément. Trop de victimes sont mortes à cause de ses actions. Margaret hocha la tête tristement. Malgré tout, Brandon restait son fils. Et Véronica? Elle a demandé le divorce hier. Apparemment, elle a découvert que Brandon avait vidé leur compte commun pour payer ses dettes de jeu. Blackwell marqua une pause. Elle a aussi contacté les médias pour se distancer publiquement de lui. Un coup à la porte les interrompit. Samuel Torres entra, toujours en costume, mais maintenant avec un badge FBI visible. « Bonjour Margaret, Harrison. » Il s'assit. « J'ai des nouvelles sur l'enquête. » Il ouvrit un dossier. «
Grâce aux preuves de Margaret, nous avons démantelé un réseau de corruption impliquant 12 avocats, 4 juges et 6 entreprises pharmaceutiques. Les arrestations commencent la semaine prochaine. 4 juges s'exclama Blackwell, y compris le juge Patricia Morse, qui approuvait systématiquement les arrangements suspects. Et le juge Robert Kim, qui avait des investissements secrets dans les entreprises qu'il favorisait. Margaret secoua la tête. Comment le système a-t-il pu être si corrompu? Arrogance, répondit Samuel. Il pensait qu'une femme de ménage immigrée était invisible. Il ne se cachait même pas de vous. Son téléphone vibra. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Il décrocha. Torres? Quoi? Maintenant? Très bien, j'arrive. Il raccrocha avec urgence. Il y a un problème. Brandon a été attaqué en prison ce matin. Margaret sentit son sang se glacer. Attaqué? Par qui? Nous ne savons pas encore. Il a été emmené à l'hôpital avec des blessures graves. Pas fatales, mais... Samuel la regarda avec compassion. Margaret, vous devriez peut-être y aller. Margaret se sentit déchirée. Malgré sa colère et sa déception, Brandon était toujours son enfant. Oui, je dois y aller. Blackwell se leva. Je vous accompagne. 1 heure plus tard, il se trouvait dans le couloir stérile de l'hôpital Bellevue. Un médecin s'approcha d'eux. Madame Chen, je suis le docteur Williams. Votre fils a subi un traumatisme crânien et plusieurs côtes cassées. Il est conscient, mais... Mais quoi? Il demande à vous voir. Il dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Margaret entra dans la chambre d'hôpital, le cœur battant. Brandon était allongé sur le lit, le visage tuméfié, un bras dans le plâtre. Quand il la vit, des larmes coulèrent sur ses joues. « Maman !»« Je suis là, Brandon. » Malgré tout, l'instinct maternel reprit le dessus. Elle s'assit à côté du lit. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Sa voix était faible, brisée. « Tu avais raison sur tout. J'ai perdu de vue qui j'étais, qui tu m'avais élevé à être. » Brandon? Non, laisse-moi finir. Ces hommes qui m'ont attaqué, ils travaillent pour Tony Marcelli. Ils voulaient que je révèle où tu gardais tes économies. Ils pensent que tu as de l'argent caché quelque part. Margaret fronça les sourcils. Mes économies? Brandon, j'ai 3 000 $ sur mon compte d'épargne. C'est tout. Je leur ai dit ça, mais ils ne me croient pas. Ils pensent qu'une femme assez intelligente pour me piéger doit avoir un trésor caché. Il saisit sa main. Maman, tu es en danger. Tony ne va pas abandonner. Samuel apparut dans l'embrasure de la porte. Margaret, nous devons partir, maintenant. Que se passe-t-il? Nous avons intercepté des communications. Marcelli a mis un contrat sur vous. Il croit que vous avez de l'argent liquide et que vous êtes responsable de ses pertes financières avec Brandon. Margaret se leva, mais Brandon s'accrocha à sa main. Maman, il y a autre chose. Dans mon coffre-fort à la banque, il y a des documents, des preuves contre d'autres avocats corrompus. Le mot de passe est Margaret 1950, l'année de ta naissance. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Brandon ferma les yeux. Parce que j'ai enfin compris. Tu ne m'as pas détruit par vengeance. Tu l'as fait par amour, pour m'empêcher de devenir un monstre complet. Il rouvrit les yeux. Et parce que je veux essayer de racheter ne serait-ce qu'une fraction de la honte que j'ai causée. Samuel s'approcha du lit. Brandon, si vous coopérez pleinement avec notre enquête, le procureur pourrait considérer une réduction de peine. Je le ferai. Je témoignerai contre tous. Mais d'abord, protégez ma mère. Elle ne mérite pas de payer pour mes erreurs. Margaret regarda son fils, vraiment le regarda, pour la première fois depuis des années. Sous les bleus et l'humiliation, elle aperçut quelque chose qu'elle avait cru perdu. Une étincelle du garçon honnête qu'elle avait élevé. « Brandon », dit-elle doucement.
La rédemption est possible. Mais elle nécessite plus que des excuses. Elle nécessite des actions. Je sais, maman. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être l'homme que tu méritais d'avoir pour fils. Alors qu'il quittait l'hôpital sous escorte fédérale, Margaret réfléchit à l'ironie de la situation. Elle avait exposé son fils pour protéger d'autres innocents, et maintenant, elle était elle-même en danger. Mais pour la première fois depuis des décennies, elle sentait qu'elle et Brandon communiquaient vraiment. La justice était complexe, réalisa-t-elle. Parfois, elle nécessitait de briser quelque chose avant de pouvoir le réparer. Margaret fut installée dans un appartement sécurisé du FBI à Brooklyn Heights, avec vue sur le pont de Manhattan. Ironie du sort, c'était le premier logement décent qu'elle occupait depuis des décennies, spacieux, meublé avec goût et gardé 24h/24 par des agents fédéraux. Samuel frappa à sa porte à 7h du matin avec du café et des croissants. « Comment avez-vous dormi ?»« Mieux que je ne l'aurais cru, » admit Margaret en acceptant la tasse fumante. « Et vous? Du nouveau sur Marcelli ?»« Nous avons intercepté 3 de ces hommes hier soir, près de votre ancien appartement. Ils avaient des outils de cambriolage et... autre chose. » Samuel posa une photo sur la table. « Reconnaissez-vous cet homme ?» Margaret examina le cliché d'un homme chauve avec une cicatrice sur la joue. Il était au restaurant l'autre soir, assis seul au bar pendant que Brandon me présentait ses documents de tutelle. Vincent Calabrese, le bras droit de Marcelli. Il vous suivait déjà depuis plusieurs jours. Samuel s'assit en face d'elle. Margaret, cette menace est sérieuse. Marcelli a perdu beaucoup d'argent à cause de l'arrestation de Brandon. Il vous voit comme responsable. Qu'est-ce que vous me conseillez? Restez ici encore quelques jours pendant que nous démantelons son réseau. Et... Samuel hésita. Nous aimerions que vous portiez un micro lors de votre prochaine visite à Brandon. Il nous a promis des informations sur d'autres avocats corrompus, mais nous avons besoin de détails spécifiques. Margaret réfléchit. Vous voulez que j'espionne mon propre fils? Nous voulons que vous l'aidiez à faire le bon choix. Brandon semble sincèrement repentant, mais sa coopération doit être complète pour que nous puissions justifier une réduction de peine. 2 heures plus tard, Margaret retournait à l'hôpital Bellevue, cette fois avec un micro miniature dissimulé sous sa veste. Brandon semblait plus alerte, bien que toujours bandé et meurtri. « Maman, merci d'être revenue. Comment te sens-tu? » Physiquement, terrible. Mais mentalement... Il regarda par la fenêtre. Plus clair que je ne l'ai été depuis des années. Ces hommes de Marcelli, ils m'ont dit des choses sur ce que devient quand on perd de vue ses valeurs. Margaret s'assit. Brandon, tu as mentionné d'autres avocats corrompus. Peux-tu me donner des noms? Brandon hocha la tête. James Morrison du cabinet Morrison & Associates. Il a pris $200 000 de Zenith Industries pour enterrer leur rapport sur les implants défectueux. 12 patients ont eu des complications graves. D'autres? Patricia Lynch de Lynch & Partners. Elle a falsifié des témoignages d'experts dans l'affaire du déversement chimique de Riverside. Les habitants de la zone contaminée n'ont jamais su que l'eau était toxique. Margaret prenait des notes discrètement. Comment s'organisaient ces arrangements? Nous avions un système, réunion mensuelle au Cloud9, un restaurant privé de Midtown. Marcus Webb, un intermédiaire, nous mettait en contact avec les entreprises qui avaient besoin de services spéciaux. Webb travaille pour qui? C'est ça le problème, maman. Webb travaille pour des gens beaucoup plus dangereux que Tony Marcelli. Des gens qui ne se contentent pas de casser des jambes quand ils sont contrariés. Un frisson parcourut Margaret. Que veux-tu dire? Brandon la regarda avec des yeux pleins de peur. Il y a eu des accidents. L'avocat David Chen, pas de relation avec nous, il voulait sortir du système l'année dernière. Sa voiture a eu un problème de frein sur l'autoroute. Et Sarah Martinez, qui menaçait de parler au FBI, elle a fait une chute accidentelle du balcon de son appartement.
Margaret sentit son sang se glacer. Brandon, tu es en train de me dire que… Je dis que notre petit réseau de corruption faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux. Et maintenant que j'ai été arrêté, ils vont essayer de nettoyer les traces. La porte s'ouvrit soudainement. Un homme en blouse blanche entra, mais quelque chose dans sa démarche alerta Margaret. Trop raide, trop alerte pour un médecin. « Bonjour, je suis le docteur Stevens. Je viens vérifier les signes vitaux de M. Chen. » Margaret remarqua immédiatement que l'homme ne portait pas de stéthoscope et que ses mains étaient calleuses, pas comme celles d'un médecin. Pire encore, elle aperçut le renflement d'une arme sous sa blouse. « Brandon, » dit-elle calmement, « je pense que nous devrions appeler l'infirmière. » L'homme sourit froidement. « Ce ne sera pas nécessaire, Madame Chen. Nous avons juste besoin d'avoir une petite conversation avec votre fils. » Brandon se redressa dans son lit, alarmé. « Maman, sors d'ici! Maintenant !»« Personne ne va nulle part, » dit l'homme en sortant un pistolet équipé d'un silencieux. « Vous deux allez m'accompagner gentiment. Nous avons des questions sur certains documents manquants. » Margaret recula vers la fenêtre. « Nous ne savons rien sur des documents. » « Bien sûr que si. Brandon, ici présent, a mentionné un coffre-fort bancaire à ses amis fédéraux. Mes employeurs aimeraient connaître le contenu exact de ce coffre. »« Je ne vous dirai rien, » dit Brandon faiblement, mais avec détermination. L'homme pointa l'arme vers Margaret. « Peut-être que vous changerez d'avis si votre mère avait un accident. » C'est à ce moment que Margaret entendit le son le plus beau de sa vie. Des pas lourds dans le couloir et des voix criant « FBI, ne bougez plus !» Samuel Torres fit irruption dans la chambre avec 3 autres agents, armes au poing. Le faux docteur fut maîtrisé en quelques secondes. « Comment aviez-vous su ?» demanda Margaret, encore tremblante. « Votre micro transmettait en direct. Quand nous avons entendu la voix de cet homme, nous l'avons identifié. Carl Mason, un tueur à gages professionnel. » Samuel menotta le prisonnier. « Félicitations, vous venez de nous aider à attraper un homme recherché par 6 États. » Brandon regarda sa mère avec admiration. « Tu portais un micro? Tu travaillais vraiment avec le FBI? » « Ton repentir semble sincère, Brandon, mais la confiance se reconstruit lentement. J'ai besoin de preuves que tu veux vraiment changer. » Brandon hocha la tête. « Maman, il y a quelque chose d'autre. Dans mon coffre-fort, il n'y a pas seulement des documents sur la corruption. Il y a aussi quelque chose pour toi. » « Pour moi? » « Un compte bancaire. 300 000 $. L'argent que j'avais mis de côté, à l'origine, pour t'acheter une belle maison quand tu prendrais ta retraite. » Il baissa les yeux, honteux. « Mais quand les dettes de jeu ont commencé, j'ai oublié pourquoi j'avais économisé cet argent. J'ai oublié que tout ce que j'avais venait de tes sacrifices. » Margaret fut abasourdie. 300 000 $? Le mot de passe du compte est « Merci maman ». Je l'avais choisi il y a 5 ans, quand j'avais encore une conscience. Brandon tendit la main vers elle. « Maman, je sais que je ne peux pas effacer le mal que j'ai fait, mais je peux essayer de m'assurer que tes dernières années soient confortables. » Samuel s'approcha du lit. « Brandon, cette information sur Marcus Webb et le réseau plus large, vous êtes prêt à témoigner contre eux aussi? Contre tous, même si ça me coûte ma vie. Avec votre coopération complète, nous pouvons vous placer en protection de témoin après votre sentence. Un nouveau nom, une nouvelle vie quelque part, loin d'ici. » Margaret réfléchit à cette perspective. Son fils, disparu à jamais sous une nouvelle identité, payant pour ses crimes mais protégé des conséquences ultimes. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Si Brandon témoigne contre ces gens, je resterai une cible. » « C'est possible, » admit Samuel. « Mais nous pensons que démanteler complètement leur réseau éliminerait la menace.
et... Il sourit. Nous aimerions vous proposer un travail permanent comme consultante pour le FBI. Votre expérience avec les crimes en col blanc serait inestimable. Margaret regarda par la fenêtre de l'hôpital vers la ville qu'elle avait adoptée 35 ans plus tôt comme immigrante sans ressources. Maintenant, cette même ville lui offrait la chance de devenir une force pour la justice. Samuel, si j'accepte ce poste, est-ce que je pourrais aider d'autres familles immigrées qui se font exploiter par des systèmes corrompus? Absolument. En fait, c'est exactement le genre de spécialisation que nous recherchons. Brandon serra la main de sa mère. Maman, tu mérites ça. Tu mérites toutes les opportunités que je n'ai jamais appréciées. Pour la première fois depuis des semaines, Margaret sourit vraiment. Alors c'est oui, aux 2 propositions. Je vais travailler avec le FBI et Brandon. Elle regarda son fils. Je vais t'aider à te racheter, mais ça va prendre du temps. J'ai tout le temps du monde, maman. Pour la première fois de ma vie adulte, j'ai des priorités claires. Alors que Samuel escortait le tueur à gages hors de la chambre, Margaret resta quelques minutes avec Brandon. Le silence était paisible, non plus tendu comme il l'avait été pendant des années. « Maman? »« Oui? »« Je suis fière que tu sois ma mère. Il m'a fallu trop longtemps pour le dire, mais c'est vrai. » Margaret sentit ses yeux s'embuer. « Et moi, Brandon, j'ai encore de l'espoir pour l'homme que tu peux redevenir. » 2 semaines plus tard, Margaret se tenait dans une salle de conférence du FBI, à Federal Plaza. Face à un mur couvert de photos, de documents et de lignes connectant divers suspects. L'enquête avait pris une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée. « Voici notre carte du réseau », expliqua l'agent spécial Lisa Rodriguez, la responsable de l'enquête élargie. Grâce aux informations de Brandon et à vos 15 années d'observation, nous avons identifié un système de corruption qui s'étend sur 4 États. Margaret examina le diagramme complexe. « Mon Dieu! Tous ces gens? 17 avocats, 8 juges, 4 médecins experts et 6 dirigeants d'entreprises pharmaceutiques. » Rodriguez pointa différentes sections. « Regardez ici, ce réseau a influencé des centaines de décisions judiciaires, compromis des dizaines d'essais cliniques et causé la mort d'au moins 230 personnes. » Samuel Torres rejoignit la discussion. « Margaret, votre témoignage sera crucial pour établir le calendrier et les méthodes opérationnelles. Mais nous avons un problème. » « Lequel ? » Marcus Webb, l'intermédiaire principal, a disparu. Nous pensons qu'il a été averti de notre enquête et qu'il a fui le pays. Margaret réfléchit. « Avez-vous vérifié ses habitudes ? » Brandon m'a dit qu'il rencontrait toujours ses contacts au même restaurant privé. « Le Cloud9, oui, mais il est fermé depuis 1 semaine, officiellement pour rénovation. » « Et non officiellement ?» Rodriguez sourit. « C'est là que votre expertise devient précieuse. En tant que consultante FBI, vous allez nous aider à comprendre comment ces gens pensent. » Margaret passa les heures suivantes à analyser les documents avec l'équipe du FBI. Son expérience unique, 15 ans à observer les avocats corrompus en action, lui permettait de déceler des patterns que même les agents expérimentés avaient ratés. « Regardez ces dates », dit-elle en pointant une série de transactions. Chaque paiement suspect suit immédiatement une décision judiciaire favorable. Mais il y a toujours un délai de exactement 10 jours. « Pourquoi 10 jours ?» demanda Rodriguez. « Période de prescription pour contester certaines décisions de tribunal. Une fois les 10 jours écoulés, les paiements pouvaient être effectués sans risque de révision judiciaire. » Samuel hocha la tête admirativement. « Nous n'avions pas remarqué ce pattern. Margaret, votre analyse pourrait être la clé pour prouver la préméditation. » Le téléphone de Rodriguez sonna. Elle décrocha, écouta quelques secondes, puis raccrocha avec excitement. « Excellente nouvelle! Nous avons localisé Webb. Il est dans un hôtel à Atlantic City, apparemment en train de négocier un passage vers les Caraïbes. »
Vous allez l'arrêter? Demanda Margaret. Mieux que ça. Nous allons le surveiller pour voir qui d'autre fait partie de son réseau d'évasion. Rodriguez se tourna vers elle. Margaret, accepteriez-vous une mission d'infiltration? Infiltration? Je ne suis pas agent de terrain. Non, mais vous êtes quelque chose de mieux. Vous êtes Invisibly. Webb ne vous connaît pas personnellement, mais il connaît votre réputation maintenant. Si nous arrangions une rencontre accidentelle, où vous semblez être une femme de ménage normale cherchant du travail, Margaret comprit immédiatement. Vous voulez que je me fasse passer pour ce que j'étais vraiment, une femme de ménage. Exactement. Webb est paranoïaque maintenant, mais il ne soupçonnerait jamais une femme de ménage d'être une consultante FBI. 3 heures plus tard, Margaret se trouvait dans le hall de l'hôtel Borgata à Atlantic City, poussant un chariot de nettoyage emprunté au personnel de l'hôtel. Elle portait son ancien uniforme et un micro ultra sophistiqué dissimulé dans sa brosse à récurer. « Test audio » murmura-t-elle en passant la brosse près de son visage. « Fort et clair » répondit la voix de Samuel dans son oreillette invisible. « Webb est dans la suite 247. Il a rendez-vous dans 20 minutes avec quelqu'un qui l'appelle le transporteur. » Margaret prit l'ascenseur vers le 22e étage. Dans le couloir, elle reconnut immédiatement Marcus Webb d'après ses photos. Grand, cheveux gris, costume cher mais froissé par le stress. Il était au téléphone, parlant à voix basse. « Non, je te dis que l'affaire est grillée. Chen a parlé, et maintenant, il remonte toute la chaîne. » Il remarqua Margaret et baissa instinctivement la voix. Margaret fit semblant de ne pas écouter, se concentrant sur le nettoyage d'une table dans le couloir. Webb continua sa conversation. « Je ne peux pas rester ici. Si la femme de ménage chinoise témoigne contre nous, nous sommes tous finis. » Oui, celle qui a piégé son propre fils. Elle sait tout, elle a tout vu. Le cœur de Margaret battait fort, mais elle garda une expression neutre. Le transporteur arrive dans 15 minutes. Une fois en République dominicaine, je peux coordonner les nettoyages depuis là-bas. Oui, tous les témoins potentiels, y compris la vieille. Margaret faillit lâcher sa brosse. Webb planifiait son assassinat. Samuel, murmura-t-elle en tournant le dos à Webb. Il vient de me menacer directement. Et il a mentionné nettoyage d'autres témoins. Nous enregistrons tout. Continuez, vous faites parfaitement ça. Webb raccrocha et regarda Margaret avec méfiance. « Hé, vous, depuis combien de temps nettoyez-vous ce couloir ?» Margaret leva les yeux avec l'expression intimidée qu'elle avait perfectionnée en 15 ans. « Désolé, monsieur, je finis rapidement. »« Vous parlez chinois ?»« Un peu, monsieur, mais surtout anglais maintenant. » Webb s'approcha. « Vous connaissez une femme nommée Margaret Chen ? Une femme de ménage qui a causé beaucoup de problèmes ? Récemment ? » Margaret secoua la tête innocemment. « Non, monsieur, je connais pas. » Bien. Webb sembla se détendre. Parce que cette femme va avoir de sérieux problèmes bientôt. Des gens très puissants n'aiment pas les mouchardes. À cet instant, l'ascenseur s'ouvrit et un homme massif en costume noir sortit. Il avait le visage dur d'un tueur professionnel. « Webb ?» dit l'homme avec un accent d'Europe de l'Est. « Victor, enfin !» Webb regarda Margaret. « Toi, va nettoyer ailleurs, maintenant. » Margaret ramassa son matériel et se dirigea vers l'escalier, mais elle laissa la porte entr'ouverte pour que son micro puisse encore capter la conversation. « Les arrangements sont faits ?» demanda Webb. « Bateau part à minuit, mais d'abord, nous devons régler le problème des témoins. » Combien de personnes ? 4 priorités. La femme Chen, son fils s'il témoigne, l'agent FBI Torres et le juge Blackwell qui aide l'enquête. Margaret sentit son sang se glacer. Ces hommes planifiaient d'assassiner 4 personnes, y compris elle-même. « Quand ?» demanda Webb. « Ce soir. Mes hommes sont déjà en position à New York. Une fois les témoins éliminés, vous pourrez partir tranquillement. » « Et l'argent ?
5 millions, comme convenu. Votre part pour 15 ans de service, plus le bonus pour les nettoyages. Margaret en avait assez entendu. Elle descendit rapidement l'escalier et sortit de l'hôtel par une issue de service où Samuel l'attendait. « Margaret, vous allez bien? Il planifie de nous tuer tous ce soir. Vous, moi, Brandon et Blackwell. » Samuel parlait déjà dans sa radio. « Code rouge! Alerte maximale! 4 cibles à protéger immédiatement! Samuel, il faut arrêter Webb maintenant, avant qu'il ne s'échappe. L'équipe d'intervention est déjà en route vers l'hôtel. Mais Margaret, nous devons vous mettre en sécurité immédiatement. » Alors qu'il montait dans la voiture blindée du FBI, Margaret regarda par la fenêtre vers l'hôtel. « Samuel, j'ai une idée. Et si, au lieu de simplement nous protéger, nous tendions un piège à tout leur réseau? Que voulez-vous dire? Webb attend que ses tueurs éliminent les témoins avant de s'enfuir. Si nous simulons nos morts, il restera en place et tentera de coordonner avec ses associés. Nous pourrions attraper tout le réseau en une nuit. » Samuel la regarda avec respect. « Margaret, vous êtes en train de devenir une excellente agent du FBI. »« Non !» répondit Margaret en regardant l'océan Atlantique. « Je suis en train de devenir la femme que j'ai toujours été. Une qui protège ceux qu'elle aime et qui fait face à ses peurs. » Alors qu'il retournait vers New York pour mettre en place l'opération la plus audacieuse de l'enquête, Margaret réfléchit à quel point sa vie avait changé. Il y a 1 mois, elle était invisible, ignorée, sous-estimée. Maintenant, elle était au cœur d'une opération fédérale majeure. Mais surtout, elle avait retrouvé son fils et découvert sa propre valeur. Peu importe comment se terminerait cette nuit, elle avait déjà gagné le combat le plus important, celui pour sa propre dignité. À 18h ce soir-là, l'appartement sécurisé de Margaret à Brooklyn Heights était transformé en centre de commandement high-tech. 3 fourgonnettes du FBI étaient stationnées dans des rues adjacentes et des tireurs d'élite étaient positionnés sur les toits environnants. « Voici le plan », expliqua Rodriguez à l'équipe assemblée. « À 20h, nous simulons l'assassinat de Margaret avec des balles à blanc et des poches de sang. Samuel sera tué à 20h15 dans sa voiture, Blackwell à 20h30 dans son bureau, Brandon à 20h45 à l'hôpital. » Margaret ajusta le gilet pare-balles dissimulé sous sa veste. « Et si Webb soupçonne quelque chose? »« C'est le risque, » admit Rodriguez. « Mais nous avons des agents infiltrés dans son équipe de tueurs. Si ça tourne mal, nous interviendrons immédiatement. » Samuel vérifia son équipement de communication une dernière fois. « Margaret, vous êtes sûre de vouloir faire ça? Vous n'êtes pas formée pour ce genre d'opération. »« Samuel, j'ai survécu à 35 ans d'invisibilité. Je peux survivre à une nuit d'action. » Margaret sourit. De plus, qui d'autre connaît assez bien Webb pour prédire ses réactions? À 19h50, Margaret se promenait tranquillement dans Prospect Park, apparemment sans méfiance. Elle portait un micro et une caméra cachée, et 3 agents la suivaient discrètement. « Cible en position, » murmura-t-elle. « Je vois 2 hommes suspects près des arbres. »« Nous les voyons aussi, » répondit la voix de Rodriguez dans son oreillette. « Dans 30 secondes, jetez-vous derrière le banc et activez les poches de sang. » Les coups de feu claquèrent dans l'air du soir. Margaret s'effondra dramatiquement, les poches de sang éclatant pour créer une scène réaliste. Les tueurs s'approchèrent, tirèrent 2 balles supplémentaires à blanc, puis s'enfuirent. « Margaret Chen éliminée, » dit l'un d'eux dans son téléphone en partant. « Cible neutralisée. » 15 minutes plus tard, la mort de Samuel se déroulait dans un parking de Queens. Sa voiture explosa réellement, à distance et sans lui dedans, pour un effet maximal. À Atlantic City, Webb regardait les nouvelles locales dans sa suite d'hôtels. Breaking news. Une femme identifiée comme Margaret Chen, témoin clé dans une affaire de corruption, a été tuée par balle ce soir dans Prospect Park. Webb sourit et décrocha son téléphone. Excellent travail. Et les autres?
L'agent Torres vient d'être éliminé. Explosion de voiture. Le juge Blackwell est prévu dans 10 minutes. Parfait. Une fois le fils éliminé à l'hôpital, nous pourrons partir tranquillement. Ce que Webb ne savait pas, c'est que chaque mot était enregistré par les agents du FBI qui avaient infiltré son équipe de tueurs. À 20h30, Blackwell mourut dans son bureau, touché par un tireur embusqué, en réalité un agent FBI tirant à blanc depuis un bâtiment voisin. Les nouvelles rapportèrent rapidement sa mort. À l'hôpital Bellevue, la mise en scène finale était la plus complexe. Brandon, toujours dans sa chambre, était au courant du plan, mais devait paraître genuinely surpris. « Brandon » murmura Margaret dans son micro. « Dans 2 minutes, des hommes vont entrer dans ta chambre. Fais semblant d'avoir peur, puis meurs quand ils tirent. »« Maman, si quelque chose tourne mal… » »« Rien ne tournera mal. Fais-moi confiance. » 2 hommes en blouse d'hôpital entrèrent dans la chambre de Brandon. En réalité, c'étaient des agents du FBI déguisés, mais ils jouaient leur rôle à la perfection. « Brandon Chen » dit l'un d'eux. « Qui êtes-vous » demanda Brandon, la peur genuine dans sa voix. « Des messagers. » L'homme sortit un pistolet équipé d'un silencieux. « Tu as trop parlé. » Les coups de feu retentirent. Brandon s'effondra, les poches de sang créant un effet saisissant. Les tueurs vérifièrent son pouls inexistant et partirent. Dans sa suite d'Atlantic City, Webb recevait les confirmations une par une. Tous les témoins éliminés, patron. L'enquête FBI va s'effondrer sans leurs témoins principaux. Excellent. Webb commença à emballer ses affaires. Préparons notre départ. Mais à cet instant, son téléphone sonna avec un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Allô? Bonsoir, Marcus. La voix de Margaret emplit la ligne. Surprise! Webb lâcha le téléphone qui s'écrasa sur le sol. Puis, il le ramassa d'une main tremblante. Impossible, tu es morte, j'ai vu les nouvelles. Marcus, tu as sous-estimé le pouvoir des femmes de ménage. Nous sommes excellentes pour faire le nettoyage, y compris nettoyer la corruption. Comment? Comment nous avons simulé nos morts? Comment nous avons infiltré ton réseau? Comment nous savions exactement où te trouver? Margaret était assise dans la fourgonnette de surveillance en face de l'hôtel. Parce que pendant 15 ans, j'ai appris que les criminels arrogants font toujours les mêmes erreurs. À travers la fenêtre de l'hôtel, Webb pouvait voir des fourgonnettes du FBI l'encerclant. « Tu as une chance, Marcus » continua Margaret. « Rends-toi maintenant et coopère complètement. Sinon, tes amis Victor et ses associés vont découvrir que trahir le FBI a des conséquences permanentes. » Webb regarda autour de sa suite. Par la fenêtre, il vit des tireurs d'élite sur les toits environnants. Dans le couloir, il entendait des voix approcher. Son téléphone portable émit un bip, message de Victor disant « Mission accomplie, en route vers le bateau. » « Margaret, » dit Webb, sa voix craquant, « tu ne comprends pas. Ce réseau va au-delà de nous. Il y a des gens plus puissants. » « Alors nomme-les. Donne-nous tous les noms, toutes les preuves, tous les comptes bancaires. Aide-nous à démanteler tout le système. » Un coup puissant à la porte interrompit la conversation. « FBI, ouvrez immédiatement !» Webb regarda vers la porte, puis vers le téléphone. « Margaret, si je coopère complètement, qu'est-ce que j'obtiens? » « Une chance de vivre assez longtemps pour témoigner. Tes amis tueurs ne font pas de distinction entre témoins volontaires et involontaires. » La porte explosa sous les charges d'explosifs. Une douzaine d'agents en tenue de combat firent irruption dans la suite. « Marcus Webb, vous êtes en état d'arrestation pour conspiratie, meurtre, corruption et trahison d'État. » Webb laissa tomber le téléphone et leva les mains. « J'accepte de coopérer. Complètement. Mais d'abord, vous devez arrêter Victor avant qu'il n'atteigne le bateau. » Rodriguez, qui dirigeait l'équipe d'arrestation, parlait déjà dans sa radio.
Toutes les unités, cibles secondaires, se dirigent vers le port. Suspect, armed et dangerous. 1 heure plus tard, Victor et 3 de ses associés étaient capturés alors qu'ils tentaient d'embarquer sur un yacht privé. Dans leurs bagages, les agents trouvèrent des listes de 12 autres témoins à éliminer dans les jours suivants. Margaret se tenait sur la jetée, regardant Victor être emmené en custodie. Samuel s'approcha d'elle. « Comment vous sentez-vous » ? Épuisée, mais soulagée. Elle se tourna vers lui. « Samuel, combien de vies pensez-vous que nous avons sauvées ce soir ?» Entre les témoins sur la liste de Victor et les futures victimes des médicaments trafiqués, probablement des centaines. Rodriguez les rejoignit avec un sourire satisfait. Webb chante comme un canari. Il nous a déjà donné les noms de 23 autres conspirateurs et les emplacements de 4 comptes bancaires offshore. Et les autres témoins, les vraies victimes qui étaient sur la liste de Victor? Toutes en sécurité. Nous les avons mises sous protection dès que nous avons intercepté la liste. Margaret hocha la tête, puis regarda son téléphone. « Il faut que j'aille voir Brandon. Après tout ça, il doit être bouleversé. » « Margaret, » dit Samuel, « ce que vous avez fait ce soir, peu d'agents expérimentés auraient eu le courage et l'intelligence de mener cette opération. Samuel, j'ai passé ma vie à être invisible. Ce soir, j'ai choisi d'être vue. Et il s'avère que quand une femme invisible décide de se manifester, elle peut changer le monde. » Alors qu'il retournait vers New York dans la voiture blindée, Margaret réfléchit à l'ironie de la situation. Elle avait commencé la soirée en simulant sa propre mort. Elle la terminait en ayant contribué à sauver des centaines de vies. Demain, elle retournerait voir Brandon, non plus comme une mère honteuse de son fils, mais comme une partenaire dans la rédemption. Ils avaient tous les deux du chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis des années, ils marchaient dans la même direction. 3 mois plus tard, Margaret se tenait devant le tribunal fédéral de Manhattan, non plus comme une femme de ménage ignorée, mais comme témoin expert dans l'une des affaires de corruption les plus importantes de la décennie. Elle portait un tailleur noir professionnel et tenait un épais dossier de preuves qu'elle avait méticuleusement organisé. « Madame Chen, » dit le procureur fédéral, « pouvez-vous expliquer au jury comment vous avez découvert le système de corruption qui opérait au cabinet Blackwell & Associates » Margaret regarda les 12 jurés, puis Webb assis à la table de la défense, l'air défait. « Votre honneur, pendant 15 ans, j'ai été témoin de conversations et d'activités que les accusés pensaient au privé. Ils me considéraient comme un meuble, invisible et sans importance. » Elle ouvrit son dossier. « Mais cette invisibilité m'a donné accès à la vérité. J'ai documenté systématiquement chaque irrégularité, chaque transaction suspecte, chaque destruction de preuves. » L'avocat de la défense se leva. « Objection, votre honneur. Le témoin n'a aucune formation légale formelle pour interpréter. » « En fait, » interrompit Margaret calmement, « j'ai passé l'examen du barreau de New York le mois dernier. J'ai obtenu ma licence avec mention. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Même le juge sembla impressionné. « Objection rejetée, » dit le juge Harrison Cole. « Continuez, maître Chen. » Margaret sourit en entendant son nouveau titre. « Merci, votre honneur. » Elle passa les 3 heures suivantes à détailler méthodiquement 15 ans de preuves. Chaque document falsifié, chaque témoin intimidé, chaque vie perdue à cause de médicaments dangereux que le réseau avait protégés. Quand elle termina, l'avocat de Webb tenta une contre-attaque désespérée. « Madame Chen, n'est-il pas vrai que votre témoignage est motivé par la vengeance contre votre propre fils ?» Margaret le regarda droit dans les yeux. « Monsieur, la justice n'est pas de la vengeance. Mon fils a fait des choix terribles et il en paye les conséquences. Mais mon témoignage aujourd'hui concerne les victimes innocentes, les patients qui sont morts à cause de médicaments falsifiés, les familles détruites par des décisions judiciaires corrompues. » Elle se tourna vers le jury.
J'ai témoigné parce que ces victimes méritent que la vérité soit dite, peu importe le coût personnel. Après sa déposition, Margaret sortit du tribunal où Samuel l'attendait avec Harrison Blackwell. « Margaret, » dit Blackwell, « votre témoignage a été extraordinaire. Webb et ses associés vont certainement être condamnés. Et les autres? Les juges corrompus? 4 ont déjà plaidé coupables en échange de peines réduites. Les 2 autres vont passer en jugement le mois prochain. » Samuel consulta ses notes. Au total, 37 personnes ont été inculpées grâce à votre travail. Margaret hocha la tête avec satisfaction. Et les victimes des médicaments falsifiés? Les familles touchées par le cardioxin vont recevoir un settlement de 80 millions de dollars. PharmTech a accepté de payer sans admettre la responsabilité, mais ils ont cessé la production du médicament. Ils marchèrent ensemble vers le bureau de Margaret au FBI, situé maintenant au 20e étage d'un bâtiment fédéral. Elle avait accepté un poste permanent comme consultante senior en crime en col blanc, spécialisée dans les affaires impliquant des immigrants et des travailleurs vulnérables. « Margaret, » dit Blackwell en s'arrêtant devant l'entrée, « j'ai une proposition à vous faire. »« Laquelle ? » ?»« Mon cabinet a besoin de se reconstruire après le scandale. Nous voulons créer une division d'aide juridique pour les immigrés et les travailleurs sous-payés. Seriez-vous intéressé à la diriger ? Margaret fut surprise. « Harrison, c'est généreux, mais je ne suis qu'une nouvelle avocate. »« Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes quelqu'un qui comprend vraiment les besoins de cette communauté. » Blackwell sourit. « Et franchement, avoir Margaret Chen comme associée aiderait beaucoup à restaurer notre réputation. »« Je vais y réfléchir, » promit Margaret. Dans son bureau, elle trouva une pile de messages téléphoniques. 15 demandes d'interviews de journalistes, 8 invitations à parler dans des universités et 3 offres d'emploi d'autres cabinets d'avocats prestigieux. Mais le message qui attira son attention était simple. « Brandon a appelé. Il veut vous voir. » Margaret prit le métro vers l'hôpital où Brandon se remettait encore de ses blessures. Mais cette fois, elle savait qu'il était aussi transféré bientôt vers une prison fédérale à sécurité minimale, où il purgerait sa sentence de 4 ans en échange de sa coopération complète. Elle le trouva dans sa chambre, lisant un livre de droit constitutionnel. « Bonjour, maman. » Brandon. Elle s'assit à côté de son lit. « Comment te sens-tu ? » Physiquement ? Beaucoup mieux ? Émotionnellement ? Il ferma le livre. « Je regarde les nouvelles tous les jours. Ton témoignage, tes interviews, ta nouvelle carrière. Je suis fière de toi, maman. » « Et toi ? Comment te prépares-tu pour la prison ? » Brandon prit une profonde respiration. « J'ai pris une décision. Je veux utiliser mon temps en prison pour étudier le droit de l'aide juridique. Quand je sortirai, je veux travailler avec toi pour aider les immigrants qui se font exploiter. » Margaret fut émue. « Brandon, c'est exactement ce que j'espérais entendre. Maman, j'ai réfléchi beaucoup ces derniers mois. Tu m'as montré que la vraie réussite ne vient pas de l'argent ou du statut. Elle vient de l'aide qu'on apporte aux autres. » Il tendit la main vers elle. « Je sais que je ne peux pas effacer le mal que j'ai fait. Mais je peux passer le reste de ma vie à essayer de faire le bien. » Margaret serra sa main. « Brandon, la rédemption est un voyage, pas une destination. Et je serai là, pour t'accompagner. » Il y a autre chose. Brandon sortit une enveloppe de sa table de nuit. « J'ai écrit une lettre aux familles des victimes du cardioxin. Pour m'excuser? Je sais que ça ne peut pas ramener leurs proches, mais... » Margaret lut la lettre. Elle était sincère, humble et prenait la responsabilité complète sans excuse ou justification. « Tu vas l'envoyer? » « Avec ton aide. Je ne veux pas que ça semble être un coup de publicité. Je veux vraiment qu'elle sache que je regrette. » Margaret plia la lettre. « Nous l'enverrons ensemble. Et Brandon, quand tu sortiras de prison, il y aura une place pour toi. Pas comme l'avocat privilégié que tu étais, mais comme quelqu'un qui veut vraiment aider.
Merci, maman, pour tout. Pour m'avoir arrêté avant que je ne devienne un monstre complet. Margaret regarda son fils, vraiment le regarda. Elle vit les cicatrices physiques de son passage à tabac, mais aussi quelque chose de plus profond. Les premiers signes de sagesse et d'humilité genuine. Brandon, tu sais ce qui m'a le plus surprise dans toute cette affaire? Quoi? Ce n'est pas que j'ai découvert ma propre force. C'est que j'ai redécouvert mon fils. L'homme bon que j'avais élevé était toujours là, enterré sous des années de mauvais choix. Brandon sentit ses yeux s'embuer. Est-ce que tu peux me pardonner un jour? Brandon, je t'ai déjà pardonné. Maintenant, il faut que tu te pardonnes et que tu fasses le travail nécessaire pour racheter tes erreurs. Alors qu'elle quittait l'hôpital ce soir-là, Margaret reçut un appel de Samuel. Margaret, j'ai des nouvelles du procès. Webb a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Victor a pris la prison à vie. Et les autres? Sentence allant de 5 à 15 ans pour les avocats. Les juges corrompus ont perdu leur poste et font face à des sentences de 3 à 8 ans. Margaret s'arrêta sur les marches de l'hôpital. Samuel, est-ce que vous pensez que nous avons vraiment fait une différence? Margaret, regardez autour de vous. Regardez votre vie. Regardez Brandon. Regardez les centaines de vies que nous avons sauvées. Sa voix était chaleureuse. Vous n'avez pas seulement fait une différence, vous avez prouvé qu'une personne peut changer tout un système. En rentrant chez elle, dans son nouvel appartement à Manhattan, financé par l'argent que Brandon lui avait secrètement économisé, Margaret réfléchit à l'extraordinaire transformation de sa vie. Il y a 6 mois, elle était une femme de ménage invisible, ignorée et sous-estimée. Aujourd'hui, elle était une avocate respectée, une consultante du FBI et un symbole d'espoir pour des milliers d'immigrants. Mais plus important encore, elle avait retrouvé son fils et découvert sa propre valeur. Son téléphone sonna. C'était Harrison Blackwell. « Margaret, avez-vous réfléchi à ma proposition ?» Margaret regarda par la fenêtre de son appartement vers la ville, qu'il avait accueillie comme immigrante sans ressources 35 ans plus tôt. Cette même ville lui offrait maintenant la chance de devenir une force pour la justice. « Harrison, j'accepte votre offre, mais avec une condition. » Laquelle? Quand Brandon sortira de prison dans 4 ans, je veux qu'il ait la possibilité de travailler dans cette division d'aide juridique, sous supervision stricte, bien sûr. Un silence. « Margaret, vous êtes sûre? Après tout ce qu'il vous a fait? » Margaret sourit. « Harrison, la justice n'est pas seulement pour punir. C'est aussi pour offrir des secondes chances à ceux qui les méritent vraiment. » Alors c'est d'accord. Bienvenue chez Blackwell & Associates, associé Margaret Chen. En raccroquant, Margaret réalisa que son histoire était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Margaret Chen ajusta ses lunettes de lecture et examina le dossier devant elle. Dans son bureau au 22e étage de Blackwell & Associates, le même étage où elle avait nettoyé les sols pendant 15 ans, elle était maintenant associée senior en charge de la division d'aide juridique pour les immigrés et les travailleurs vulnérables. Madame Chen? Sa assistante, Rosa Martinez, une jeune immigrante salvadorienne que Margaret avait aidée à obtenir son statut légal, passa la tête par la porte. « Votre rendez-vous de 14 heures est arrivé. » Margaret leva les yeux du dossier Petrov contre Consolidated Foods, une affaire où elle représentait 50 travailleurs agricoles immigrés, exploités par une grande corporation. « Déjà? Le temps passe vite quand on fait ce qu'on aime. » Elle se dirigea vers la salle de conférence, la même où Brandon avait tenté de la forcer à signer des documents de tutelle il y a 4 ans. Maintenant, c'était son espace de travail principal, transformé en centre d'aide juridique avec des affiches multilingues et des ressources pour la communauté immigrée. Son rendez-vous l'attendait.
debout près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Brandon Chen, 38 ans, avait perdu 20 livres en prison et gagné quelque chose de plus précieux, l'humilité et la sagesse. Il portait un costume simple, pas de marque luxueuse cette fois, et tenait un dossier de candidature. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Brandon. » Margaret ferma la porte derrière elle. « Comment était ta première nuit de liberté ?»« Étrange. J'avais oublié à quel point New York est bruyant. » Il se tourna vers elle. « Mais paisible aussi. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu de cauchemar. » Margaret s'assit à la table de conférence. « Et tu es toujours sûre de vouloir faire ça? Tu pourrais travailler dans n'importe quel cabinet avec ton expérience et ta coopération avec le FBI. » Brandon s'assit en face d'elle et posa son dossier sur la table. « Maman, j'ai passé 4 ans en prison à réfléchir. J'ai obtenu une maîtrise en droit de l'aide juridique par correspondance. J'ai travaillé avec des détenus immigrés qui avaient été exploités par des avocats corrompus. » Il ouvrit le dossier. « Je ne veux pas simplement racheter mes erreurs. Je veux consacrer ma vie à protéger les gens vulnérables. » Margaret examina ses qualifications. Diplôme de maîtrise avec mention très bien. Recommandation du directeur de prison et de 3 professeurs. Certification en médiation culturelle. Plan de travail détaillé pour aider les immigrants victimes d'exploitation juridique. Brandon, tu réalises que tu travailleras sous ma supervision directe? Que tu commenceras au salaire minimum? Que certains de nos clients seront méfiants à cause de ton passé? Je le mérite, maman. Et franchement, il sourit tristement. Après 4 ans à voir comment vivent vraiment les gens ordinaires, le salaire minimum me semble luxueux. Margaret ferma le dossier. Alors, bienvenue dans l'équipe, Maître Chen Jr. Brandon sentit ses yeux s'embuer. Merci de me donner cette chance. Tu ne me dois pas de remerciements. Tu as gagné cette chance. Rosa frappa à la porte et entra avec urgence. Madame Chen, excusez-moi, mais il y a une situation d'urgence. Une famille cambodgienne vient d'arriver. Le père a été arrêté par l'immigration ce matin et la mère ne parle pas anglais. Elle a 3 enfants en bas âge et nulle part où aller. Margaret se leva immédiatement. Où sont-ils? Dans la salle d'attente. Ils ont peur et ne font confiance à personne. Margaret regarda Brandon. Ton premier jour commence maintenant. Tu veux m'accompagner? Dans la salle d'attente, ils trouvèrent Lida Singh, une femme de 30 ans environ, tenant un bébé et entourée de 2 fillettes de 4 et 6 ans. Elle pleurait silencieusement, visiblement terrorisée. Margaret s'approcha doucement et s'agenouilla pour être à la hauteur des enfants. « Bonjour, » dit-elle dans son cambodgien rudimentaire. « Je m'appelle Margaret. Je suis ici pour aider. » La femme leva les yeux, surprise d'entendre sa langue natale. « Vous parlez khmer ?»« Un peu. J'ai appris quand j'ai commencé à aider la communauté cambodgienne. » Margaret sourit chaleureusement. « Vous êtes en sécurité ici. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» En mélangeant khmer et anglais, Lida expliqua que son mari, Dara, travaillait dans un restaurant quand les agents de l'immigration étaient arrivés. Le propriétaire du restaurant avait appelé les autorités parce que Dara avait demandé des heures supplémentaires impayées. « Il est détenu au centre de Varick Street », traduisit Margaret pour Brandon. « Déportation prévue dans 72 heures. » Brandon prit des notes rapidement. « Quels sont leurs statuts d'immigration ?» Margaret posa la question en khmer. « Demandeurs d'asile. Ils ont fui les Khmers rouges il y a 5 ans, mais leur avocat précédent a abandonné leur dossier sans les prévenir. »« Malpraxis évidente, » dit Brandon. « Nous pouvons faire appel de la déportation basée sur l'abandon de dossier et déposer une nouvelle demande d'asile. » Margaret sourit. Son fils pensait déjà comme un avocat d'aide juridique plutôt que comme un avocat corporatif. « Madame Singh, » dit Margaret en khmer, « nous allons vous aider. D'abord, nous allons voir votre mari et arrêter sa déportation. »
Ensuite, nous allons nous occuper de votre logement et vous aider à obtenir le statut de réfugié. La femme saisit les mains de Margaret. Merci. Merci. Nous n'avons personne d'autre. 3 heures plus tard, Margaret et Brandon étaient au centre de détention, face à un juge d'immigration visiblement fatigué. « Votre honneur, » dit Margaret. « Mon client a été abandonné par son avocat précédent sans notification appropriée, en violation directe des standards professionnels. Nous demandons un délai de 90 jours pour préparer une nouvelle demande d'asile. » Le juge examina les documents. « Maître Chen, ces accusations contre l'avocat précédent sont sérieuses. Avez-vous des preuves? » Brandon se leva. « Votre honneur, j'ai contacté l'avocat en question cet après-midi. Il a admis avoir fermé son cabinet sans informer ses clients. Il y a actuellement 43 familles dans des situations similaires. » 43? Le juge secoua la tête. « Maître Chen Jr., préparez-vous à être très occupé. Délai accordé pour cette famille et toute autre famille affectée par cette négligence. » En sortant du tribunal, Dara Singh serra la main de Margaret avec des larmes de gratitude. « Madame Chen, comment puis-je vous remercier? » « En prenant soin de votre famille et en aidant d'autres immigrants quand vous le pourrez, » répondit Margaret. Ce soir-là, Margaret et Brandon dînaient dans un petit restaurant cambodgien à Queens, le même quartier où Margaret avait vécu modestement pendant des décennies. « Maman, » dit Brandon. « Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, je me suis senti utile. Vraiment utile. » « C'est différent de ton ancien travail? » »« Complètement. Avant, je manipulais la loi pour protéger les riches et les puissants. Aujourd'hui, j'ai utilisé la loi pour protéger les vulnérables. » Il prit une gorgée de thé. « Je comprends maintenant pourquoi tu es si passionné par ce travail. » Margaret regarda autour du restaurant. Il y avait des familles immigrées de partout. Amérique centrale, Asie du Sud-Est, Afrique de l'Est. Beaucoup d'entre elles travaillaient probablement dans des emplois mal payés, envoyaient de l'argent à leurs familles dans leur pays d'origine, rêvaient d'un avenir meilleur pour leurs enfants. « Brandon, tu vois toutes ces familles? » ?»« Oui. Il y a 4 ans, tu les aurais vues comme invisibles, juste comme des gens qui nettoient tes bureaux ou livrent ta nourriture. » Brandon hocha la tête honteusement. « Tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que... tu vois? » Brandon regarda vraiment autour de lui. Il vit un père aidant sa fille avec ses devoirs en espagnol. Une mère comptant soigneusement ses billets pour s'assurer qu'elle pouvait payer le repas. Un grand-père racontant des histoires à ses petits-enfants dans une langue que Brandon ne reconnaissait pas. Je vois des gens qui travaillent dur, qui aiment leur famille, qui ont des rêves et des peurs comme tout le monde. Exactement. Et notre travail, c'est de nous assurer qu'ils ont les mêmes droits et protections que tous les autres Américains. Brandon était silencieux pendant un moment. « Maman, j'ai une confession à faire. » « Laquelle? » « En prison, j'ai rencontré un détenu qui s'appelait Miguel. Il m'a dit qu'il avait travaillé comme concierge dans un cabinet d'avocats avant d'être arrêté pour avoir volé de la nourriture pour ses enfants. Brandon regarda ses mains. Il m'a dit que pendant 3 ans, il avait nettoyé les bureaux d'avocats qui gagnaient plus en 1 heure qu'il ne gagnait en 1 mois. Et que jamais, pas une fois, aucun de ses avocats ne l'avait regardé comme un être humain. Margaret attendait, sachant qu'il avait plus à dire. « J'ai réalisé que Miguel, c'était toi, maman. Pendant 15 ans, j'ai travaillé dans le même bâtiment que toi, et je ne t'ai jamais vraiment vue. Je ne t'ai jamais demandé comment était ta journée, si tu avais besoin d'aide, si tu étais heureuse. Les larmes coulaient maintenant. Je t'ai traité exactement comme j'ai traité tous les autres travailleurs invisibles. » Margaret tendit la main vers lui. « Brandon, c'est dans le passé. »
Non, maman. C'est important que je le dise. Tu as sacrifié ta vie entière pour que je puisse avoir des opportunités. Et au lieu de t'honorer, je t'ai rendue invisible. Je t'ai rendue honteuse. Il essuya ses yeux. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux m'assurer que plus jamais je ne traite quelqu'un comme s'il était invisible. Margaret sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. Brandon, maintenant je sais avec certitude que l'homme que j'ai élevé est vraiment de retour. Ils terminèrent leur repas en silence confortable. En sortant du restaurant, Margaret remarqua une femme âgée qui nettoyait les tables, probablement dans la soixantaine, travaillant tard dans la soirée. Brandon la remarqua aussi. Il s'approcha de la femme et dit dans son espagnol hésitant « Bonsoir, madame. Merci pour votre travail. J'espère que vous passez une bonne soirée. » La femme sourit, surprise, mais touchée par cette reconnaissance inattendue. En marchant vers la station de métro, Margaret prit le bras de son fils. « Brandon, tu sais quoi? Je pense que nous allons faire une excellente équipe. »« Moi aussi, maman. Moi aussi. » 6 mois plus tard, Margaret se tenait sur la scène du Jacob Javits Center, face à une foule de 2000 personnes réunies pour la conférence annuelle des droits des immigrants. Elle portait une robe bleue élégante, la première robe chère qu'elle s'était jamais achetée, et se sentait à l'aise devant le microphone. « Mes amis, commença-t-elle, il y a 5 ans, j'étais invisible. Je nettoyais les bureaux de gens puissants qui ne me voyaient jamais vraiment. J'étais une immigrante pauvre dans un monde qui valorise seulement ceux qui ont de l'argent et du statut. » Elle marqua une pause, regardant l'audience diverse, avocats, travailleurs sociaux, immigrants de toutes origines, étudiants en droit. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Être invisible ne signifie pas être impuissante. Parfois, c'est exactement cette invisibilité qui nous donne le pouvoir de voir la vérité que d'autres ne peuvent pas voir. Des applaudissements éclatèrent dans l'audience. Aujourd'hui, notre division d'aide juridique a aidé plus de 3000 familles immigrées. Nous avons fermé 12 entreprises qui exploitaient des travailleurs sans papier. Nous avons envoyé 23 employeurs corrompus en prison. Plus d'applaudissements. Mais notre plus grande victoire n'est pas dans les statistiques, c'est dans les transformations humaines. Mon propre fils, qui était autrefois partie du problème, est maintenant partie de la solution. Si lui peut changer, si moi je peux passer de femme de ménage à avocate, alors n'importe qui peut transformer sa vie. Dans l'audience, Brandon applaudissait avec fierté. À côté de lui, Samuel Torres, maintenant directeur adjoint du FBI pour les crimes en col blanc, souriait largement. Harrison Blackwell était là aussi, fier de sa décision de faire confiance à Margaret il y a des années. « Mes amis, » continua Margaret, « je veux terminer avec un message pour tous les travailleurs invisibles qui nous écoutent peut-être aujourd'hui. Pour les femmes de ménage, les livreurs, les cuisiniers, les gardiens, tous ceux que la société ignore. » Sa voix se raffermit avec passion. « Vous n'êtes pas invisible pour moi. Votre travail a de la dignité. Vos rêves ont de la valeur. Vos histoires méritent d'être entendues. Et si jamais quelqu'un essaie de profiter de vous voler votre dignité, ou de vous faire sentir que vous ne valez rien, souvenez-vous de cette nuit. Souvenez-vous qu'une femme de ménage de 64 ans a changé tout un système corrompu. » L'audience se leva en ovation debout. Margaret regarda la foule. Avocats, immigrants, étudiants, tous applaudissant pour une femme qui avait commencé sa transformation en ramassant des papiers dans une poubelle. Après la conférence, Margaret et Brandon marchèrent le long de l'East River, regardant les lumières de Manhattan se refléter dans l'eau. « Maman, » dit Brandon, « est-ce que tu regrettes parfois les années où tu étais invisible? Plus simple, moins de responsabilités ?» Margaret réfléchit à la question. « Tu sais, Brandon, je ne regrette rien. Ces 15 années d'invisibilité m'ont appris à voir ce que d'autres ne voient pas.
Elles m'ont donné de l'empathie pour les oublier. Elles m'ont enseigné que la vraie force vient de l'intérieur, pas du statut ou de l'argent. Et maintenant? Maintenant, je ne suis plus invisible, mais je n'ai pas oublié ce que c'était d'être ignorée. Et c'est ça qui me rend efficace dans mon travail. Elle sourit. Plus important encore, j'ai récupéré mon fils. Pas l'avocat arrogant qu'il était devenu, mais l'homme bon que j'ai élevé. Brandon s'arrêta et serra sa mère dans ses bras. Maman, merci de ne jamais avoir abandonné. Sur moi, sur la justice, sur l'idée que les gens peuvent changer. Margaret le serra fort, se souvenant de tous les câlins qu'elle lui avait donnés quand il était petit, tous les rêves qu'elle avait eus pour lui. Brandon, nous sommes tous capables de rédemption. Mais cela nécessite du courage, le courage de faire face à nos erreurs et de faire le travail difficile pour les corriger. Ils continuèrent à marcher, mère et fils, unis non plus par l'obligation familiale, mais par un engagement partagé pour la justice. Maman? Oui? Quand j'étais en prison, j'ai écrit quelque chose, un poème, sur toi. Est-ce que tu veux l'entendre? Margaret hocha la tête, curieuse. Brandon s'éclaircit la gorge et récita. Elle était invisible, balayant les planchers de l'arrogance, vidant les poubelles de la corruption, nettoyant autour des crimes en costume-cravate. Ils ne la voyaient pas, cette femme qui voyait tout, cette mère qui sacrifiait tout, cette combattante qui se préparait en silence. Mais l'invisibilité était son super-pouvoir, la patience était son arme, l'amour était sa force, la vérité était sa victoire. Elle m'a sauvé de moi-même, elle a sauvé des centaines d'autres, elle a prouvé que la dignité ne se vend pas et que la justice n'a pas de date d'expiration. Ma mère, Margaret Chen, plus jamais invisible, pour toujours mon héros. Margaret sentit les larmes couler sur ses joues. Brandon, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait. Maman, j'ai une dernière question. Laquelle? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton histoire? Margaret regarda vers les gratte-ciel de Manhattan, la ville qu'il avait accueillie comme une immigrante sans ressources et qu'il avait vue se transformer en force pour la justice. Je veux qu'ils se souviennent que personne n'est vraiment invisible, que chaque personne a une valeur et une dignité qui ne dépendent pas de son travail ou de son statut social. Je veux qu'ils se souviennent qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour se battre pour la justice, jamais trop tard pour honorer les sacrifices de ceux qui nous ont aimés. Elle se tourna vers Brandon. Et je veux qu'ils se souviennent que parfois, les plus grandes victoires viennent de ceux que personne ne voit venir. Alors qu'ils rentraient chez eux, Margaret réfléchit à l'extraordinaire parcours de sa vie. De femme de ménage invisible à avocate respectée, de mère honteuse à mentor fière, de victime silencieuse à championne des opprimés. Mais plus que tout, elle avait récupéré son fils et découvert sa propre valeur inestimable. Le lendemain matin, Margaret Chen, maintenant 68 ans, entra dans le même bâtiment où elle avait travaillé pendant 15 ans dans l'ombre. Mais cette fois, elle n'était plus invisible. Cette fois, elle était exactement où elle était destinée à être, visible, valorisée et utilisant sa voix pour ceux qui en avaient le plus besoin. Et dans ce bureau au 22e étage, à côté de son fils réformé, elle continua le travail le plus important de sa vie. Prouver que chaque personne, peu importe d'où elle vient, mérite dignité, respect et justice. Margaret Chen n'était plus jamais invisible, et elle ne permettrait plus jamais à personne d'autre de l'être non plus.